Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Chose promis, chose due, nous allons revenir en détail sur l'attaque qui a eu lieu il y a maintenant quelques jours contre les Houthis au Yémen. Attaque qui a été effectuée par des avions de chasse de la Royal Air Force, 4 Typhoon pour être précis, accompagnés par des avions ravitailleurs et par, maintenant c'est officiel, 21 F-18, des E, des F et des Growlers, donc des monoplaces, des biplaces et des biplaces de guerre électronique. Il y avait également toute une composante maritime et au total, nous sommes bien sur une centaine d'armes qui ont frappé le Yémen et nous allons rentrer dans le vif du sujet dessus. Alors, différents pays ont participé. Premier point important, l'attaque n'a pas été faite sous la coalition récemment formée avec plus d'une vingtaine de pays de l'opération Gardien de la Prospérité. Et les protagonistes, comme je vous l'ai dit, américains qui ont effectué des frappes, britanniques qui ont envoyé des aéronefs, et ensuite Danemark, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Australie, Corée du Sud, Pays-Bas, Bahreïn, où est situé le centre de commandement américain, mais pas la France, pas l'Italie, qui d'ailleurs a annoncé préférer apaiser un petit peu la situation en mer Rouge, et bien sûr pas la Turquie, membre de l'OTAN, dont le président Erdogan a annoncé que la réponse à ses yeux était disproportionnée et qu'il semblerait que certaines nations veulent transformer la mer Rouge en mer de sang. Les Britanniques ont justifié leur attaque comme étant de la légitime défense par rapport à une attaque qu'ils ont subie 2 jours avant avec leur T-45, avec leur frégate présente sur place. Et ils estiment que c'est de la légitime défense, que ce soit pour les Américains ou pour les Britanniques. Je vous rappelle qu'en France, la légitime défense, c'est une réponse qui est immédiate et proportionné. Hasard du calendrier, en parallèle de tout ça, il y a confirmation que l'Iran va bien recevoir des Sukhoi 35, Sukhoi initialement prévus pour l'Égypte, qui, in fine, bien seront donc livrés de Russie à l'Iran. Alors, cette infographie nous aide à mieux comprendre les moyens qui ont été alloués à cette mission. Les Typhoon partis d'Akrotiri, comme nous l'avions dit, accompagnés par des Airbus ravitailleurs, mise en œuvre de plusieurs bombes, comme vous pouvez le voir, même s'ils ont participé qu'à peut-être 5-7% de l'effort, ils ont tout de suite communiqué, nous ont montré ces images qui proviennent de pods de désignation laser. Les frappes peuvent avoir été faites avec du guidage laser ou avec du guidage GPS, on n'a pas moyen de dire, sauf que ces images-là, il est peu probable que ce soit l'avion éclaireur. Dans tous les cas, ces images nous donnent la confirmation que les frappes ont été effectuées depuis la moyenne altitude, on le voit bien au niveau de la distance. Pour ce qui est des 21 F-18, nous n'avons pas de détails, mais on peut imaginer qu'il y a certains avions qui ont eu un rôle de ravitailleur, d'autres un rôle, comme on dit, de strike, d'attaque, et d'autres un rôle de swing. Vous voyez cette image, c'est un F-18 Super Hornet qui partait pour la Syrie il y a maintenant quelques années, équipé de 10 bombes de 500 kg, les GBU-32, et en plus de Sidewinder, de missiles d'autodéfense courte portée. Sans oublier un pod de désignation laser, si besoin, pour bien voir ce qui se passe au sol. Même si les bombes sont guidées GPS, c'est toujours utile pour confirmer que la cible est bien celle que l'on veut taper, ou également qu'il n'y a pas de présence civile autour, et du bidon pour augmenter la portée de l'aéronef, car avec tout ça sous les ailes, vous allez consommer beaucoup plus de pétrole qu'en temps normal, facilement 4-5 fois plus. Donc au niveau de ces 21 F-18, je pense qu'on peut dire qu'une quinzaine à peu près ont dû participer aux frappes. Ils ont pu faire ce qu'on appelle de la swing. La swing, c'est quand vous faites à la fois de la protection aérienne et de l'attaque. Vous changez de casquette, on danse un petit peu d'un côté à l'autre. Quand on pénètre, on s'assure qu'il n'y a personne, on regarde avec nos radars. S'il y a un adversaire, par exemple un F5 Houthi que l'on a vu fin décembre sur les réseaux sociaux, on est en capacité de l'engager. Ensuite, à certaines distances de la cible, on va changer de casquette, on va passer en mode attaque au sol. À ce moment-là, il est probable que l'on monte un petit peu en altitude. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité vers l'avant, de regarder les cibles que l'on est censé traiter, de s'assurer qu'il n'y ait pas de civils, que nous avons les bonnes coordonnées, d'envoyer les bombes, de préférence sur du GPS, comme ça on n'a pas besoin de les guider chacune, et ensuite, demi-tour, retour à la maison, ravitaillement si besoin. Pas de lune lors de l'attaque, ce qui donne l'avantage aux attaquants, même si cela peut complexifier un petit peu le travail. C'est toujours un petit peu plus facile quand vous avez un certain pourcentage de lune, car si vous travaillez sous jumelles de vision nocturne, en absence totale de lune, c'est pas terrible, car l'amplification de la lumière présente n'est pas très efficace puisqu'il n'y en a pas. En plus de tout ça,
il y avait du RC-135 qui provenait de Bahreïn, justement, qui faisait la guerre électronique, qui va permettre de détecter les radars, d'affiner le BDA, le Battle Damage Assessment, du P-8 pour la surveillance maritime, essayer de voir s'il y a des petits navires outils, par exemple, ou s'assurer que le groupe aéronaval n'est pas inquiété. Vous allez avoir également le KC-135 qui vient soulager la disponibilité, l'utilisation de vos F-18 qui sont probablement régulièrement utilisés en piqué avancé pour surveiller l'espace aérien et pour engager des drones si besoin. Nous l'avons vu dans le dernier mois, plusieurs drones, plusieurs missiles de croisière ont été engagés par des F-18 du Ike, du porte-avions américain. Pour finir ce dispositif, le E2D qui provient du Ike, qui est l'équivalent d'un AWACS en plus petit avec un excellent radar qui va permettre de bien voir la picture, de bien voir la situation aérienne et également, grâce à son radar, de détecter missiles de croisière ou drones et conduire des F-18 à les intercepter si besoin. Les risques pour les Américains et les Britanniques lors de cette attaque, eh bien, c'est un petit peu les systèmes solaires. Certains systèmes solaires ont déjà été repérés chez les Houthis, notamment de l'utilisation de R-27, donc des missiles normalement RR de fabrication soviétique, propulsés depuis le sol. Vous avez également le risque de panne. Nous avons vu lors de ces dernières années, par exemple des F-16 perdus au-dessus du territoire tenu par l'État islamique. Vous êtes en monomoteur, vous avez une panne, ça se passe mal. Gros avantage d'avoir un F-18 bimoteur, d'avoir un Typhoon bimoteur, car en cas de soucis techniques, si vous devez vous éjecter au-dessus du Yémen, là, ça n'aurait vraiment pas été une situation d'avenir. Donc il est probable que les aéronefs étaient envoyés, pour ceux qui viennent de la flotte américaine, plutôt sur la côte ouest, sans trop pénétrer dans le territoire, ça minimise les risques. Et pour ce qui est des Typhoons, ils ont tapé dans le nord, pareil, sans trop pénétrer à l'intérieur du territoire. S'il y avait un souci, ils auraient pu s'éjecter en Arabie Saoudite, ou en mer, là où ils auraient pu être facilement récupérés. À partir de là, vous avez bien compris que tout ce qui est frappe en profondeur vers la capitale, eh bien là, on va plutôt utiliser les Tomahawks. Mais les Tomahawks demandent du temps pour la préparation de mission, donc il faut avoir bien identifié les cibles à l'avance, de manière à pouvoir préparer la mission dans le Tomahawk et après envoyer le missile qui va faire sa navigation jusqu'à sa phase finale d'attaque où il va taper la cible. Je vous rappelle qu'un Tomahawk, c'est 1 tonne 5 et 450 kg de charge militaire, peu comme un scalp. Donc au final, la grosse difficulté dans ce type de mission, c'est en 1, la coordination de tous les moyens. Vous voulez essayer de réduire la durée dans laquelle vous allez faire vos frappes, c'est mieux d'un point de vue tactique. Ensuite, c'est la gestion des avions au départ et au retour alors qu'il n'y a pas de lune. Ça demande beaucoup d'accoutumance aux opérations de nuit. La France le fait, les États-Unis le fait, la Chine le fait également depuis des années. Donc vous allez faire catapulter vos aéronefs, ils vont se mettre en attente. Tous vos avions sont en l'air, ils vont chacun partir vers leur cible, on va essayer tous de tirer plus ou moins en même temps et de revenir. Et sur le retour, chacun a un numéro et un horaire pour l'appontage et ça vient, ça se pose. De nuit, ça ne se fait pas à vue, ça se fait en longue finale, un peu comme un avion ligne et vous revenez sur le porte-avions. Ensuite, la mission n'est pas terminée car il va falloir débriefer et avec les pods de désignation laser, il est probable que certains avions aient également été chargés de faire des images pour pouvoir débriefer le pourcentage de réussite de la mission et voir si certaines bombes n'ont pas explosé. Donc vous pouvez partir du principe que les cibles les plus importantes ont probablement reçu plusieurs bombes de manière de s'affranchir d'une non-explosion d'armement. Comme je vous le disais tout à l'heure, le risque aérien était très faible. Il y a un F-5 en état de vol avec les Houthis, ça s'est documenté. D'ailleurs, une des frappes a eu lieu à côté de l'aéroport de Sanaa, probablement là où dormait le F-5. Si on rentre un peu plus dans le détail des cibles qui ont été tapées, vous avez la base navale de Odeya, vous avez Adja, vous avez la base militaire à côté de Sanaa. Sanaa qui a été retapée entre vendredi et samedi par une frappe de Tomahawk qui provient uniquement des États-Unis. C'est les États-Unis qui ont fait une frappe nationale, tout seul, sans les Britanniques, sans personne. Donc vous avez bien eu la première attaque dans la nuit de jeudi à vendredi et ensuite dans la nuit de vendredi à samedi, une attaque toute seule de la part des États-Unis face à ce qu'ils ont appelé un site radar proche de la capitale, à 2200 mètres d'altitude et à plusieurs centaines de kilomètres de la mer. Donc on voyait la déclaration américaine qui dit qu'ils ont tapé ce site radar de manière à protéger les navires et réduire la capacité des Houthis à détecter et à gêner les trafics maritimes. Je ne comprends pas tout à fait, puisque un radar pour détecter les navires, c'est généralement des radars côtiers, pas des radars
qui sont à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'il est important de garder à l'esprit qu'à l'heure actuelle, il y a le brouillard de guerre et toutes les informations qui nous sont données sont des informations qui proviennent par des canaux officiels. Nous n'avons pas vraiment moyen de confirmer la véracité de ces informations. Et si vous voulez taper une maison en disant à l'intérieur, et c'était une zone de fabrication de drones de modèle iranien, eh bien nous, on n'a aucun moyen de le vérifier, il faut appeler un chat un chat. Et l'information de ce samedi, c'est qu'une énorme explosion a eu lieu dans la base navale du côté de Al-Ayudaya. Les États-Unis ont annoncé ne pas être responsables de cette frappe. Et au moment où nous clôturons cette vidéo, tous les regards se tournent vers les F-35I israéliens. Israël, qui, je vous le rappelle, est ciblé depuis le début par les Houthis suite au conflit dans la bande de Gaza. Dans tous les cas, suite à cette attaque dans la nuit de jeudi à vendredi, 23 navires qui voulaient passer et remonter la mer Rouge, eh bien, ils se sont soit arrêtés, soit ils ont changé de cap. Vous en avez 10 qui ont fait quand même demi-tour et il y en a une quarantaine qui décident de passer quand même. Mais à l'heure actuelle, la situation ne va pas mieux pour le trafic maritime international, bien au contraire. D'un point de vue macro, on sait que 16 zones différentes ont été tapées, des sites de production, mais est-ce que la capacité de nuisance des Houthis a été arrêtée par cette frappe? Absolument pas. D'ailleurs, une frappe a été effectuée vendredi. Ils ont visé un navire russe. Et puis récemment, dans cette journée de samedi, journée où je tourne, un navire a vu une explosion à moins de 500 mètres de lui. Il a été attaqué dans le golfe d'Aden à plus de 150 km de la côte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que suite aux accords de Stockholm, d'un point de vue politique, la situation est en train d'évoluer à grands pas pour les Houthis. Forcément, cette attaque de la part des Britanniques et des Américains va avoir un impact sur la population et va avoir un impact sur l'influence des Houthis, alors que l'on sait d'expérience par l'Irak, par l'Afghanistan, que l'ennemi est généralement nourri par un fort ressentiment. Donc si la population bascule encore plus du côté Houthi de la force, cela vous fait encore plus de combattants, d'adversaires potentiels à traiter, à combattre. Donc d'une certaine manière, on peut voir ce qui est en train de se passer actuellement comme un cadeau aux Houthis qui vont pouvoir détourner l'attention de tous les problèmes internes dans le pays et essayer de raligner leur peuple, leur cause face à un ennemi qui les a agressés sur leur territoire. L'impact sur le pays risque d'être extrêmement fort également, avec une hausse des assurances sur le transport maritime, et donc pour ce pays qui dépend énormément de l'importation, la qualité de vie et la crise humanitaire en cours ne risquent pas de s'améliorer. Je vous rappelle que les Houthis sont officiellement sous embargo de livraison d'armement depuis plusieurs années. En définitive, et pour conclure cette vidéo, vous avez les Houthis qui essayent de mettre en danger le trafic international, qui ont un impact même sans couler le navire. Et d'ailleurs, je vous rappelle que pour couler un navire de plusieurs centaines de milliers de tonnes, il va falloir un petit peu plus qu'un petit drone. Les Américains et les Britanniques qui répondent, qui s'estiment en légitime défense. Et alors que 2024 est une des années où il va y avoir le plus d'élections au monde, où tous les regards sont tournés vers la campagne présidentielle américaine, moi personnellement, et c'est purement mon avis, j'ai l'impression que l'on observe un petit peu à une opération des marines occidentales en mode pompier, très focalisée sur le court terme et le micro. Et autant c'est une bonne chose d'éteindre l'incendie, autant on ne voit pas vraiment d'idées macro, d'idées globales pour essayer d'endiguer la cause de ces départs de feu. D'ailleurs, si la France n'a pas participé à cette réponse militaire, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle juge qu'actuellement, elle travaille avec d'autres pompiers pyromanes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt sur la chaîne. Après, je n'ai pas de boule de cristal. Peut-être que nous ne serons pas à l'abri d'une belle surprise et d'un arrêt des attaques des Houthis sur les navires et d'un retour à la situation normale. De toute façon, nous serons vite fixés. Fly safe.